Le nucléaire, c'est une affaire de France pour moi. Tu penses? Oui, c'est bien beau d'être salarié, mais quand on est ambitieux, franchement, il n'y a pas de temps à perdre pour devenir entrepreneur. J'aspire à être, je veux être indépendante, je sais mes compétences, je sais ce que je veux, j'ai confiance en moi. On veut des entreprises qui perdurent dans le temps, dirigées par des Africains. Donc moi, je vous lance le défi là. J'adore les hommes, j'adore les mecs, mais pour moi, le futur, c'est les femmes. On parle d'énergie renouvelable, de transition écologique, pour eux, c'est un grand mot. Ils comprennent pas. Je forme les entreprises, je forme les professionnels, je forme même les banques. Parce que tout le monde croit en l'hydrogène. Il y a des finances. Je reçois des projets, je ne sais même pas comment évaluer le taux d'aide. Est-ce que tu te sens à l'aise pour parler chiffre d'affaires? Oui. Hello, je suis Linda Kofi et j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne d'Alinergie après un long moment de pause. Donc sur cette chaîne, nous parlons des questions liées à l'énergie, qu'elles soient techniques, économiques ou géopolitiques, mais nous accueillons également des personnes évoluant dans ce domaine-là, que ce soit des étudiants ou des professionnels, afin qu'ils nous partagent leur parcours, mais également leur vision du monde de l'énergie. Dans ce nouvel épisode, l'équipe et moi-même sommes plus que ravis de vous faire découvrir une jeune dame inspirante en la personne de Khadijatou Camara. Leader, ambitieuse, inspirante et surtout, il faut le dire, passionnée. Vous aurez l'opportunité de le constater en suivant ce podcast. Elle est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise qui s'appelle Psychogène. C'est le premier profil entrepreneurial que nous interviewons dans ce podcast et j'ai plus que hâte de vous la faire découvrir. C'est une des figures incontournables quand on parle d'hydrogène au niveau africain et notamment de la diaspora. Et d'ailleurs, vous allez le voir, l'hydrogène avec Khadijatou, faut surtout pas critiquer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je vous y incite fortement, à aimer, à partager, à laisser des commentaires. Toutes ces petites actions nous soutiennent énormément dans notre travail et nous font très plaisir, évidemment. Allez, j'arrête mon blabla et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Khadijatou, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour Linda. Très bien. Super, c'est un honneur pour nous de t'accueillir aujourd'hui pour cet entretien avec d'Alinergie. Et c'est un plaisir d'autant plus exacerbé par 4 facteurs. De 1, tu es une des 28% de femmes évoluant dans le secteur de l'énergie, seulement, selon l'AIE. Et de 2, tu es une Alisma, une ancienne du lycée Sainte-Marie, donc une consoeur. 3, tu as un profil entrepreneurial. Et 4, tu évolues dans un secteur aussi précurseur que celui de l'hydrogène, qui accessoirement m'intéresse tout particulièrement. Donc c'est avec plaisir que je t'accueille aujourd'hui. Merci. Et nous allons lancer les hostilités, mais en tout cas merci pour ton temps, pour ta disponibilité, parce que justement ça n'a pas été chose aisée que de t'avoir à chaque fois avec nous. Alors, je vais te demander de te présenter brièvement à nos auditeurs, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, où tu es basé en ce moment. Qui est Khadijatou Camara? Ok. Donc, oui, tu as très bien résumé. Je suis ivoirienne. J'ai fait à l'ISMA jusqu'en classe de terminale C, jusqu'en 2011. Et par la suite, donc, j'ai eu mon bac avec mention bien, le classique bourse présidentielle, classe préparatoire, PTSI, PT. Et par la suite, donc, j'ai décidé de m'orienter dans la filière énergie renouvelable et génie énergétique et j'ai choisi le réseau Polytech Montpellier. C'est vrai que j'ai eu le choix en télécom Paris-Tech, mais honnêtement, j'avais pas envie de faire tout ce qui est digital, télécom. J'étais depuis petite passionnée soit par l'énergie ou l'aéronautique, je le dis. Je pense que l'énergie c'est la base, surtout avec tout ce qui est réchauffement climatique. Pour moi, donc, c'est ce qui m'a orienté vers ce choix de filière énergie et puis plus précisément côté tout ce qui est renouvelable, transition énergétique. Donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2016.
J'ai fait mon stage de fin d'études d'Erasmus en même temps aux Pays-Bas et qui a été prolongé par un contrat. J'ai mené des recherches R&D sur le stockage d'énergie pour le transport vert. C'est des recherches qui ont été après poussées en labo. Par la suite, j'ai été manager de construction en Suède pour l'inauguration, l'installation d'une centrale à cogénération de biomasse. Et après ça, j'ai pas décidé de rester en Suède. Franchement, j'avais pas envie d'aller. Je suis désolée pour les Suédois. Si jamais je vous aime bien, je vous adore, j'ai de très très bonnes relations avec les entreprises. Mais je travaille avec eux en collaboration à distance depuis la France. J'ai décidé de rentrer en France, de garder ma langue anglaise, la langue que je parle, le français. Et puis mes langues d'origine africaine, bien entendu. Donc je suis rentrée en France et puis un mois après, j'ai eu un poste à Dijon en tant que chef de projet transition énergétique hydrogène, énergie renouvelable, pour bosser pour la région Bourgogne-Franche-Comté sur un projet d'installation de stations de 400 kg d'hydrogène pour la mairie d'Auxerre. Donc c'est un projet qui allait jusqu'au bout et ça servait à recharger les bus à hydrogène et les voitures à hydrogène. Donc on allait jusqu'au bout. Aujourd'hui c'est la plus grande station d'hydrogène d'Europe. Elle fait 400 kg qui est mis en service. Mis à part ça, il y a d'autres projets qui sont en cours qui consistent à produire 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes d'hydrogène. Mais aujourd'hui, le seul projet qui est mis en service, qui fonctionne, c'est le 400 kg, qui est exploité par EDF. Donc en parallèle de ça, j'ai travaillé pour le grand équipementier Forestia qui m'a mandaté pour construire un centre d'essai parce que d'ici quelques années, on aura beaucoup de véhicules bas carbone et c'est des véhicules qui vont arriver sur le marché. Il faut des moyens pour faire les essais, la certification, l'homologation et tout. Donc on m'a mandaté, on m'a dit ouais, on a besoin d'un chef de projet pour mener des études sur le centre du territoire français et les zones à proximité, trouver vraiment les bons essais qu'il faut pour les projets futurs. Donc j'ai mené cette thèse, cette étude. Et par la suite, ça a été financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, par Forestia. Le truc, il est mis en service. Placé combien m'appelle? C'est le concurrent de Forestia. Bon, tu as fait pour Forestia, bien fait pour nous. Donc je suis partie à Bruxelles, j'ai fait la même chose. J'ai mis en service aussi le centre d'essai. Et puis après, j'ai été mandatée pour construire des centrales solaires, France et puis Italie. Et en attendant, donc, j'ai travaillé en contrat CDI jusqu'en 2019. Et franchement, j'ai dit, franchement, il n'y a pas de temps à perdre pour devenir entrepreneur. Et je suis une femme, j'aspire à être... Enfin, je veux être indépendante, je sais mes compétences, je sais ce que je veux, j'ai confiance en moi. C'est bien beau d'être salarié, mais quand on est ambitieux, quand on veut une meilleure vie aussi, on veut rester indépendant, on veut une meilleure vie, on veut vivre son métier, vivre sa passion. Il n'y a pas d'âge pour commencer l'entrepreneuriat quand on n'est pas jeune. Donc, je n'ai pas voulu perdre de temps et puis mon père me conseillait. Ça vient aussi de mon père. Mon père m'a dit, c'est quelqu'un qui a fait une grande carrière, c'est un ingénieur TP. Entrepreneur ou pas tout? Ingénieur TP, ingénieur économiste. Un peu de la même promotion que Amadou Gon Coulibaly, il a l'ENSTP. Il a une grande carrière. Mais il m'a dit, de son expérience, s'il devait reprendre sa vie en tant qu'ingénieur, il me conseillerait l'entrepreneuriat. Quand on prend le modèle des grands entrepreneurs du monde entier qui ont réussi comme Hyundai et qui perdurent dans le temps, c'est un peu difficile de retrouver des films comme ça en Afrique. À part Dangote, il y a quelques industries, mais du Made in Africa dirigé par des Africains, il n'y en a pas beaucoup. Et il voit sa fille comme une femme, une grande femme dirigeante d'une grande entreprise qui va perdurer dans le temps. Il m'a dit ça commence maintenant. Il ne faut pas attendre à 50 ans, 60 ans pour le faire. Il me conseillait, il dit oui mais papa, j'ai besoin quand même d'être un peu salarié, de voir un peu les rouages en entreprise. C'est vrai, j'ai appris un peu parce qu'en école d'ingénieur, il y a des modules de management d'entreprise.
Donc on apprend, mais il me fallait un peu 2-3 ans d'exercice de métier afin de bien mûrir ce projet et de le commencer petit à petit. Bon, ça va pas faire tout d'un coup, mais... Et donc c'est ce qui a fait que j'ai vu qu'il y avait un besoin. En plus, j'étais la seule femme dans la promotion, parce que la première filière génie énergétique et énergie renouvelable en France, c'est celle de Polytech. C'est la première filière. Elle a été mise en place en partenariat entre EDF et Polytech Montpellier. Donc, dans notre promotion, il y avait un Ivoirien avant moi. D'accord. Qui a eu son diplôme après qu'il est aux États-Unis. Donc, il y a lui, et puis après, c'était moi. Il y avait 2 Sénégalais. C'est tout. Donc, j'étais enfin, on va dire, la première femme. Hein. Je me déclare comme la première femme ivoirienne à avoir cette filière. Et puis, on va dire première femme africaine parce qu'il y avait que des... Il y avait 2 Sénégalais, 2 hommes sénégalais. J'étais la première femme africaine, il y avait quelques Marocains aussi. Mais ouais, je me déclare hein, officiellement, même au niveau de l'hydrogène aussi. Donc du coup, c'était un peu nouveau, ça se développait petit à petit. Et donc il y avait tous ces conseils. Bon, je dis, il faut que d'abord je fasse 3 ans d'exercice de métier pour bien nourrir, comprendre les rouages en entreprise, mûrir un peu le projet et puis me lancer. Donc en 2019, j'ai commencé par une UI. Et puis, pendant que je bossais pour la région Bourgogne-Franche-Comté, après j'ai même été interviewée, j'ai gagné des trophées avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, des prix, des montants pour l'hydrogène. Et après, j'étais sollicitée aussi par d'autres sociétés. Je me suis dit, bon, peut-être que... Parce qu'aujourd'hui en France, on peut être à la fois salarié et entrepreneur individuel. Donc je dis, bon, c'est pas grave, je vais discuter déjà avec mon employeur. Il a compris, il a dit non, ça ne me dérange pas. L'essentiel, il ne faut pas concurrencer nos activités. Si tu fais hydrogène ici, peut-être là-bas tu fais méthane ou autre chose. Ok. Donc après, j'étais sollicitée par d'autres entreprises. J'ai essayé d'organiser mon planning. Je leur ai dit, écoutez, oui, voilà ce que je fais. Mais actuellement, moi, je suis open pour travailler en tant que freelance pour vous. En aménageant mes horaires. J'en ai déjà parlé à mon employé, il m'a dit il n'y a pas de souci, tu peux t'organiser, ça ne m'a pas empêché de bien dérouler les tâches qu'on me donne, je les ai faites correctement et à côté, je développais donc ça se passait bien, j'ai commencé à signer mes contrats d'affaires, mes contrats de prestation et pour vous dire en France dans le métier on n'est vraiment pas beaucoup, il y a des gros projets, il y a beaucoup de choses à faire, on cherche des talents, ce qui me plaît aujourd'hui, il y a des industries pétrolières qui sont en train de créer des divisions de transition énergétique et qui ont besoin d'être accompagnées, mais il y a peu de compétences sur le marché. Et après, d'entreprises individuelles, donc en 2019, j'ai créé une entreprise individuelle, et puis au fur et à mesure, en 2020, je me suis mis à 100% en freelance. J'ai échangé avec mon employeur, je lui ai dit, pour les projets, je veux continuer à travailler, on va s'arranger sur le taux journalier. De toute façon, c'est de la sous-traitance, donc vous ne payez pas des charges aux impôts. Donc voilà, on s'arrange sur le taux journalier. Moi, je continue de travailler pour les clients via la structure. Et puis voilà, ça se passe comme ça fait. Puis je suis passée en statut SARL en 2021. Et Ivoire Hydrogène est venu. Écoute, tu bosses dans l'hydrogène. Faut qu'on s'associe, qu'on bosse ensemble. Je dis ouais, moi je suis ok. En Afrique, les projets prennent du temps, mais je suis ok. Pour qu'un jour, demain, la firme devient une Made in Africa, une EDF Made in Africa, mais dirigée par vraiment purement des Africains. Le souhait de nos parents, c'est ça. D'ici quelques années, il faut qu'on ait des industries comme par exemple l'industrie de Dangote, qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires, qui perdurent dans le temps, parce qu'il y a des entreprises qui naissent, et puis au bout de 5-10 ans, stop, c'est fini, ça rentre en faillite. On veut des entreprises qui perdurent dans le temps, dirigées par des Africains. Et dans le secteur des énergies nouvelles, comme c'est nouveau aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y en a un petit peu, il y a une Africaine en Tanzanie qui est très bien. En Afrique de l'Est, ça commence, mais en Afrique de l'Ouest, c'est rare. Donc moi, je vous lance ce défi là. J'adore les hommes, j'adore les mecs, mais pour moi, le futur, c'est les femmes. Et vraiment, j'apprécie Linda pour son beau projet d'Ali Énergie. Franchement, j'apprécie, c'est très bien. Donc,
Donc c'est un peu ça, un petit peu ça le débriefing. C'est vrai que j'ai été un peu très longue dans ma présentation, pas très brève, mais ouais, je sais que j'ai dit pas mal de choses. Bon, ça va peut-être reprendre les questions, mais de façon globale, c'est un petit peu comme ça que c'est passé. Puis bon, j'ai vu l'hydrogène, je dis mais toi tu n'as même pas appris l'hydrogène, Philippe. Je suis désolée, coucou Philippe, je t'adore, je t'aime bien. Mais tu as une formation en énergie, tu as appris l'hydrogène où? Bon, j'adore ton idée. C'est très bien, tu es en Côte d'Ivoire. Voilà, j'adore ton idée. Oui, pourquoi ne pas bosser ensemble? Voilà, on est tous des Ivoiriens. donc c'est ce qui a fait que là, on s'est associés. Et puis, on a décidé de mettre en place des plans stratégiques pour l'hydrogène, s'intégrer dans l'association africaine de l'hydrogène. Et puis faire un peu de lobbying dans chaque pays d'Afrique. Les projets arrivent, mais c'est très peu. Et puis c'est encore très politique. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire autour de la filière réglementation. On a décidé de commencer par des projets de démonstration d'abord, faire de la sensibilisation pour favoriser l'utilité sociale, la formation. Parce que pour moi, je dis la vérité, le déploiement des énergies renouvelables en Afrique a échoué. Ah oui, tu trouves? Pour moi, ça a échoué. Au début, ça a commencé avec les Chinois qui sont arrivés avec l'énergie solaire. Ils ont voulu vendre les équipements, mais en Côte d'Ivoire, franchement, ça a trop mal échoué. Au Sénégal, ça c'est très bien parti, en cours, ça se passe très bien, mais en Côte d'Ivoire, ça a trop échoué. Quand je vois les gens qui installent des panneaux, ils ont donné un avant-goût l'énergie solaire aux populations. C'est-à-dire qu'ils installaient des panneaux solaires, ils n'ont pas su maîtriser l'exploitation et tout. Et après, la performance n'était pas trop ça et ils étaient obligés de démanteler ces centrales-là. J'ai eu pas mal d'échos comme ça. Bon, mis à part les différents grands projets qui sont détenus par des firmes françaises, Total, CIE, etc. Donc pour moi, en globalité, il y a plein de projets africains qui ont eu des MOU et tout, mais ça n'a pas vu le jour, quoi. Sauf les projets français. Et pour toi, quelles en sont les raisons? Pourquoi il y a eu cet échec? Pour moi, il y a vraiment un gros... C'est surtout une affaire politique. Politique qui date depuis l'indépendance et qui perdure encore, qui n'est pas encore cassée. Donc, tant que c'est là, ça continuera en fait. Et bon, on continuera d'utiliser facilement les Africains. Bon, mais à l'avenir, je souhaiterais que ça s'améliore. Mais je ne sais pas si ça va s'améliorer. Mais comme on dit toujours, il y a la Côte d'Ivoire, il y a plein d'autres pays d'Afrique. Donc, le développement durable, c'est une affaire commune, c'est une affaire de tous, c'est pas une affaire individuelle. Il faut commencer quelque part pour qu'on voie et pour créer la confiance. Et voir Hydrogène a créé une filière aussi au Sénégal. En Côte d'Ivoire, ça suit son cours. On va faire un démonstrateur pendant la CAN. Pendant les Jeux Olympiques, on est encore en train de préparer ça. On aura un salon dédié à l'hydrogène et puis aux autres technologies. Voilà, des tests, des expérimentations. Il y a des projets de formation qui sont en cours. Donc ça vient, ça suit son temps, mais ça vient quoi. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que à cause de la situation politique de certains pays, il y a un peu de difficulté pour amorcer certaines nouvelles filières. Et comme c'est encore nouveau, il faut faire beaucoup de formations d'utilité sociale pour montrer l'importance, l'avantage. Pourquoi ça? Parce qu'on peut dire oui, mais le réchauffement climatique, la pollution, c'est en Europe, c'est en Amérique. En Afrique, on n'a pas ces problèmes-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le réchauffement climatique, il y a plein de paramètres qui sont en jeu, la température du sol, la pollution du sol. Et on a une planète entière. C'est pas parce que au Brésil il y a des feux dans les forêts qu'il n'y aura pas des tremblements de terre à Marrakech, etc. C'est vraiment, ça suit vraiment son cours. On est tous impactés et chacun doit prendre part à ça pour y participer dans son domaine. Le développement durable, c'est dans chaque domaine d'activité. C'est pas forcément l'énergie. Tu as l'agriculture, tu as le transport, tu as le bâtiment. Il y a beaucoup de boulot à faire pour améliorer nos niveaux de vie, pour faire plein de choses. Donc c'est pas forcément une affaire
européenne ou américaine, mais c'est une affaire de tous. L'Afrique est également impactée, mais il y a des politiciens par exemple qui ne comprennent pas. Ils disent oh, c'est pas notre priorité, le développement durable c'est une affaire européenne, américaine et basta. Nous, il faut construire des routes, il faut qu'on arrive à manger, le minimum, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Bon, ouais, tu es en train de parler d'écologie, mais moi j'ai juste besoin d'argent pour payer mon loyer, j'ai besoin d'argent pour manger, même pour prendre mon petit déjeuner pour terminer le reste du mois. Mais c'est pas ça. À cause des besoins que tu as, ça peut te permettre de générer des idées, de créer des projets. Il y a des gens qui ont commencé pauvres aujourd'hui qui sont riches, c'est les caviars. Bon, mais en gros c'est ça. Il y a la situation politique, il y a aussi la mentalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations à faire. Et pour dire, aujourd'hui en Afrique, il y a plein d'industries étrangères qui maintiennent en fait l'économie. Et les populations, comme les populations ne sont pas assez formées pour comprendre ce qui se passe, ils ont toujours l'emprise sur cette économie. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup de sensibilisation, il faut intéresser les gens, créer, leur dire entreprenez, rêvez, faites des trucs, n'attendez pas forcément l'État. Vous pouvez créer des projets d'élevage, avoir de l'argent et puis financer des grands projets qui vont participer au développement économique, qui vont devenir des grandes films d'ici des années à venir. Et voilà, et demain vous pouvez racheter des films français, vous pouvez racheter pour que ça appartienne à des Africains. Mais c'est sur le long terme, ça va pas se faire tout de suite, mais il faut le creuser dès maintenant, il ne faut pas attendre. C'est certain. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Merci. On va essayer de rembobiner un petit peu. Donc juste après le baccalauréat, tu pars pour la France. Pourquoi une filière énergétique? Technique d'une part et liée à l'énergie d'autre part. Parce que en fait, depuis très jeune, depuis le bas âge, j'ai toujours eu la passion pour l'énergie, l'électricité, l'aéronautique. C'est vraiment un rêve de petite fille. Ah, c'est rare ça. En général, ce sont les métiers classiques. Et puis c'est l'amour. En fait, j'avais l'amour des mathématiques, de la science physique, l'astronomie. J'avais l'amour de ces matières et puis je ne me voyais plus dans les trucs d'énergie, astronomie ou aéronautique. Et puis au final, quand j'ai fini ma prépa, parce qu'en prépa, en deuxième année, pour rentrer dans une école d'aéronautique, il y a un premier concours à passer qui ne fait pas partie du concours national. Okay. Il y a un concours exceptionnel à passer, un concours écrit de maths qui n'était même pas compliqué. Parce que, pour dire, quand les Africains quittent la Côte d'Ivoire, ils sont très doués, qui arrivent ici, ils sont très forts dans les matières, maths, physique, ils sont en avance. Donc moi, je finissais mes écoles de maths. C'est des calls de 30 minutes, en 10 minutes j'ai fini, je donne la feuille au prof, il me donne 20. J'avais 2 collègues français, j'avais une collègue, elle me disait Cathy, comment on fait ça? On était très forts, du coup, c'était pas compliqué, mais c'est que moi j'étais pas au courant des dates et je ne savais pas. Et puis j'ai un collègue qui est allé passer. Et après, un collègue français qui allait passer l'examen, il dit « Ah oui, je viens de passer le concours d'aéronautique. » Il dit « Mais t'aurais pu nous dire, on se serait inscrite. » Il dit « Franchement. » Donc c'était un peu en retard, j'étais déjà en deuxième, donc j'ai passé le concours national. Et puis je dis « Bon, c'est pas grave, je vais faire énergie. Sinon, je vais faire soit aéronautique, soit énergie. » Mais c'est plutôt... J'ai une certaine passion dans ce secteur. C'est de l'amour que j'avais depuis jeune âge. Et puis après, je voulais faire pétrole énergie. Et puis bon, quand il y a eu ces problèmes de réchauffement climatique, je dis bon, ce qu'on va faire, je vais faire génie énergétique. Énergie renouvelable, et il y a un peu de nucléaire, parce qu'il y avait du nucléaire aussi dans ma formation. Ok. Donc tu en as fait beaucoup ou juste un petit peu? J'ai fait un peu de nucléaire et après, moi j'ai des collègues qui se sont orientés dans le nucléaire, qui travaillent dans le nucléaire. Moi j'ai pris énergie renouvelable et tout ce qui est système énergétique, efficacité énergétique, j'ai préféré me mettre là. Tu ne crois pas dans le nucléaire ou pourquoi ce choix? Le nucléaire c'est une affaire de France pour moi. Tu penses? Oui. En important les ressources primaires? Non, ils n'ont aucune ressource ici. Ils prennent les pires en Nigeria. Mais justement, je veux dire, chez nous, on a ces ressources-là. Donc oui. Pourquoi pas développer justement la filière nucléaire chez nous? Oui, mais parce qu'aujourd'hui, il
pour moi, il ne faut pas reprendre les mêmes erreurs que vraiment l'Europe et l'Amérique. Aujourd'hui, c'est très bien, le nucléaire permet de produire de l'électricité, de la chaleur et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des déchets? On n'a encore pas de solution pour les déchets nucléaires. À un moment donné, en 2009-2010, le Pays-Bas n'arrivait pas à traiter. Moi, quand je bossais aux Pays-Bas, mon employeur me disait ah, on a ramené les déchets chez vous. Ils ont ramené au Ghana, ils ont donné de l'argent au président ghanéen, il a refusé. Ensuite, ils ont ramené en Côte d'Ivoire, ça a été accepté. C'est vrai? Et à un moment, ces déchets nucléaires là étaient à Bobo, c'était reparti sur le sol. Ça créait beaucoup de maladies, beaucoup de. Pour moi, tant qu'on n'a pas encore une solution, on peut exploiter tout. Oui, ça crée des maladies. Et puis, arrivé un moment, je sais, ils ont récupéré ces déchets. Je ne sais pas où ils les ont enfouis parce que j'ai plus suivi le. Ils ont été enfouis quelque part ou déplacés dans un autre pays. Mais au début, ces déchets ont créé beaucoup de maladies, des maladies vraiment très bizarres sur les populations. Parce que plus c'est sur le sol, ça pollue le sol, ça pollue la nappe phréatique. Et après, quand l'eau n'est pas très bien traitée, parce qu'on le traite avant, on ne sait pas qu'il est mélangé à d'autres éléments chimiques très nocifs en fait pour la santé, ça crée d'autres maladies qu'on n'arrive même pas à traiter, les enfants meurent. Donc ils ont été récupérés. Oui. Mais honnêtement, je ne sais pas où ils ont été déposés. Et ça n'a rien à voir avec l'affaire des déchets toxiques. Hein. Ouais, est-ce que c'est pas lié aux déchets toxiques par hasard? Pause pour un rapide disclaimer. Alors, l'affaire des déchets toxiques qui avait fait grand bruit à l'époque en Côte d'Ivoire, c'est l'affaire Trafigura, encore dite affaire Probo Koala, un scandale environnemental majeur qui a eu lieu en 2006 en Côte d'Ivoire. Donc, un résumé rapide des événements clés. En août 2006, le navire Probo Koala, affrété par la société Trafigura, a déversé environ 500 tonnes de déchets toxiques dans plusieurs sites autour d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce déversement a causé des graves problèmes de santé pour des milliers de personnes, entraînant des symptômes tels que des maux de tête, des nausées, des irritations cutanées et respiratoires. Il y a même eu des décès liés à l'exposition à ces déchets. L'incident a provoqué une indignation internationale et a conduit à plusieurs poursuites judiciaires. En 2023, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a déclaré l'État ivoirien responsable de violations des droits humains pour ne pas avoir empêché de déversement et pour ne pas avoir fourni une indemnisation adéquate aux victimes. Ces déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire à l'époque par le navire Probo Koala étaient principalement constitués de résidus de nettoyage de cuves de pétrole. Ces résidus contenaient plusieurs substances dangereuses telles que de l'hydrogène sulfuré, H2S, du soufre, des phénols, des hydrocarbures. Il faut savoir que l'H2S, c'est un gaz toxique et corrosif qui peut causer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, ainsi que des problèmes respiratoires graves. Le soufre, quant à lui, il peut être nocif pour la santé humaine, également pour l'environnement. Les phénols, ce sont des composés chimiques qui peuvent être toxiques et causer des irritations cutanées, ainsi que des problèmes de santé à long terme. Et enfin, les hydrocarbures, ce sont des composés organiques qui peuvent être cancérigènes et causer divers problèmes de santé. Donc en résumé, il n'y a pas de preuves ou de rapports indiquant des déchets nucléaires, en tout cas pas connus du grand public, qui aient été déversés en Côte d'Ivoire avec l'approbation du gouvernement. L'affaire des déchets toxiques, donc l'affaire Probo Koala, impliquait des résidus de nettoyage de cuves de pétrole, mais pas de déchets nucléaires. Suite à ce disclaimer, nous pouvons à présent poursuivre notre interview. C'est des déchets nucléaires, ils contiennent des déchets plastiques, des déchets de verre non recyclables, non traitables. On n'a même pas encore de solution pour ces déchets. On n'arrive même pas à les incinérer. On n'arrive pas à produire l'énergie avec, on ne peut pas les recycler. Alors pourquoi, tant que tu n'as pas encore la solution, c'est vrai que les gens y travaillent, pourquoi refaire la même erreur? Pourquoi on peut exploiter le nucléaire différemment. Pour moi, les Africains doivent réfléchir, trouver des meilleures solutions, adaptées, pour ne pas reprendre les mêmes erreurs que les autres. Pourquoi? Ok, ils ont plein de problèmes dans leur... Moi, je travaille avec eux. Problèmes dans leur... Le système a plein de problèmes. Et pour moi, il faut vraiment améliorer. On peut essayer de copier un peu, mais essayer d'améliorer. Dans nos pays en Afrique, on a d'autres sources renouvelables qu'on peut exploiter. Il y a d'autres types de déchets qu'on peut exploiter. Il y a l'énergie solaire qu'on peut exploiter. Hein. Il y a l'éolien. Bon, c'est pas dans tous les pays l'éolien. Il y a des systèmes existants
les industries qui polluent vraiment beaucoup de carbone, qui génèrent beaucoup de carbone, qui sont existants, qui produisent par exemple de la chaleur. On peut valoriser cette chaleur, si c'est de la chaleur fatale, on peut la valoriser pour produire de l'électricité, ça permet de favoriser les économies d'énergie. Il y a des systèmes existants qu'on peut améliorer, il y a d'autres choses qu'on peut faire. La transition énergétique, c'est pas... Oui. Donc pour moi, c'est vrai, au Niger, on a le nucléaire, on peut l'exploiter différemment, sans forcément produire des déchets qui vont impacter notre santé, des déchets pour l'instant dont on n'a pas la solution. Voilà. Même les Chinois n'ont pas la solution. Tu vois, c'est compliqué. Ils les prennent pour les envoyer en labo. Je pense que potentiellement, la meilleure solution, c'est de les prendre. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais la meilleure solution, c'est de les prendre. Moi, je fais des interviews, mais je ne donne pas toutes mes idées. Mais la meilleure solution, c'est de les prendre, les envoyer en laboratoire, dans un bon labo bien construit, un bâtiment bien enfoui avec uniquement ces déchets. On a tous les équipements de protection et on travaille sur ces déchets pour trouver des solutions, de voir comment l'exploiter. C'est ça la solution. La solution, c'est pas les aller déverser en Afrique. L'Afrique, c'est le dépotoir. Non mais... Je comprends pas. C'est pas le dépotoir l'Afrique. Les Africains sont pas de la poubelle. Franchement. En échange de quoi? De l'argent qui pourra même pas soigner les problèmes de santé que tu vas avoir avec ces déchets. Franchement, c'est ça. Je vais rebondir sur un élément que tu as mentionné tout à l'heure, c'est de dire qu'il y a d'autres solutions qui devraient primer, mais c'est ce que utilisent aussi certaines personnes qui sont contre l'hydrogène pour argumenter, c'est de dire on a le solaire, l'éolien, la biomasse, on doit prioriser ces énergies-là. Pourquoi mettre l'accent sur l'hydrogène qui vient avec d'autres problèmes, sachant ses caractéristiques thermodynamiques, le stockage qui est compliqué, tout ça? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Déjà, moi, je vais leur dire d'aller bien apprendre les cours. Les cours de troisième, de seconde, de première, de terminale. Parce que l'hydrogène, on a tous appris depuis la classe de troisième. Et puis après, il y a certains qui ont fait des thèses sur la chaleur, le gaz pour les véhicules. Je connais un prof comme ça, une grande dame prof qui est directeur à la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, qui m'a dit qu'elle a mené des études en doctorat sur les gaz pour les véhicules, dont l'hydrogène. Donc elle comprend les thématiques de l'hydrogène, elle sait que c'est... Faut vraiment être dans le... En fait, l'hydrogène, même depuis sa genèse, l'hydrogène avait déjà été utilisé autrement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'hydrogène à elle seule, elle a une très grande capacité calorifique qui lui permet à elle seule de détruire toute une planète. Avec l'hydrogène, on fabrique une bombe. Je suis pas terroriste. À elle seule, on peut même fabriquer une bombe et de... Oui, elle a un fort pouvoir calorifique, mais il y a des moyens aujourd'hui de pouvoir l'exploiter à mini-échelle. On l'exploitait aussi pour faire fonctionner les avions, les fusées et tout, sous forme liquide. Mais aujourd'hui, l'hydrogène peut être exploité. Tout est de la recherche, tout est de la maîtrise, de la sécurité et les risques. Et à chaque niveau d'utilisation, si on trouve des moyens de pouvoir maîtriser les risques et la sécurité, on peut l'utiliser dans tous les secteurs d'activité parce que l'hydrogène à lui seul est utilisé dans l'industrie, dans l'agriculture. Le H, le premier élément du tableau le premier élément chimique du tableau de Mendeleev se retrouve dans presque tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait dans l'industrie pharmaceutique. Même dans la fabrication des médicaments, même dans des opérations de maladies très complexes comme la tumeur, le cancer, on utilise des équipements qui sont fabriqués à base d'hydrogène. Mais aujourd'hui, cet hydrogène-là, le problème c'est que c'est de l'hydrogène qui provient des ressources pétrolières. Et comme aujourd'hui, on a tellement exploité. Donc, si je reviens bien dans l'histoire de l'hydrogène, dans sa genèse, moi, ce que je peux conseiller, c'est de bien comprendre la source. Et pour moi, on va tendre vers un mix énergétique. Et quand on parle de développement durable, on parle d'indépendance énergétique. Et il y aura d'indépendance énergétique, mais pas carbone. Donc, il y aura plusieurs sources d'énergie. L'idée, ce n'est pas d'imposer, mais d'adapter en fonction d'un lieu précis
la source d'énergie la plus rentable, la plus économique. Et c'est ça en fait, là où les sources d'énergie. Et l'hydrogène, quand on revient dans sa genèse, l'hydrogène a été utilisé sous forme liquide dans les fusées, l'avion. L'hydrogène a été utilisé pour produire l'électricité, pour alimenter vraiment les bases militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était l'hydrogène. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, il y a eu le développement de l'hydrogène produit à partir d'électrolyse. Et ça demandait trop de financement. Et il y a eu la découverte du pétrole. Donc ils ont stoppé. Les Américains, les Européens ont stoppé la recherche d'hydrogène, de production d'hydrogène à partir d'électrolyse, au détriment de l'exploitation du pétrole. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste à quoi? Des problèmes climatiques. Donc on est obligé de revenir en arrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Japon et les Chinois ont continué à travailler sur cette recherche d'hydrogène. C'est les Japonais qui ont sorti en 2013 le premier véhicule à hydrogène. Voilà, on y croit, c'est possible. On l'utilisait avant à grande échelle, mais aujourd'hui, ils utilisent en haut pour les vaisseaux spatiaux, pour les recherches à la NASA. Arrêtez d'abrutir la population, mon Dieu. Arrêtez ça. Donc, aujourd'hui, l'idée de développer l'hydrogène sur la planète Terre, parce que c'est déjà utilisé dans l'espace, pareil comme l'énergie solaire. On nous faisait croire que l'énergie solaire, voilà, mais c'était utilisé avant dans l'espace, à la NASA, pour alimenter les vaisseaux spatiaux. Qui fonctionnaient à l'énergie solaire dans l'espace. Et après, ils ont fait descendre ici sur la planète Terre pour l'utiliser à petite échelle quand ils ont vu le problème de réchauffement climatique. C'est pareil pour l'hydrogène, c'est utilisé aussi pareillement. Et d'ailleurs, dans l'espace, c'est surtout l'hydrogène que ça capte ses caractéristiques. Donc aujourd'hui, malgré ses caractéristiques thermodynamiques, aujourd'hui, on peut l'exploiter vraiment à mini-échelle, mais sur la Terre, sous forme solide et sous forme gazeuse. Il y a d'autres qui sont en train de travailler. En Allemagne, il y a une structure qui a travaillé pour la production d'hydrogène vraiment liquide, pour faire fonctionner les camions, enfin les véhicules lourds. Voilà. Et il y a des matériaux. On vit dans un monde où on est tous en guerre. Alors qu'il y a des matériaux en Ukraine, il y a des matériaux en Chine. Il y a une répartition de richesse un peu déséquilibrée, il y a une mésentente, mais on vit tous sur la même planète et il n'y a pas de planète B. On parle de plan A, plan B, mais je suis désolée, on n'a juste qu'une seule planète, on n'a pas de planète B. Donc si aujourd'hui on détruit notre planète, on n'aura pas une seconde planète semblable à celle sur laquelle on vit, où on a tous les éléments nécessaires pour favoriser l'expérience de vie de l'être humain. Donc on doit tous s'entendre, c'est du gagnant-gagnant entre les pays et on développe notre nation, notre planète tranquillement. Mais donc aujourd'hui, l'hydrogène est produit sous forme bas carbone, sous forme verte, à partir d'électricité. Mais il y a encore des recherches qui sont en cours. En 2025, on aura... Je connais par exemple un jeune étudiant de mon école d'ingénieur, voilà, qui est sorti, on va dire 5 ans après, qui est en train de travailler sur une thèse de production d'hydrogène à partir de la lumière. Sans forcément passer, je dévance ta question, sans forcément passer par l'électricité. Il y a encore un autre projet qui est en cours pour produire l'hydrogène à partir de la chaleur qui va sortir en 2025, un électrolyseur où on n'aura que la chaleur. Aujourd'hui, dans les industries, ils produisent beaucoup de chaleur qui sont dissipées. On récupère cette chaleur en fonction de la température minimum 150 degrés Celsius, on produit de l'hydrogène. La chaleur coûte moins cher que l'électricité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi j'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le ministre de l'énergie, il a décidé de rendre la Côte d'Ivoire un hub énergétique d'ici des années. Voilà, l'idée c'est d'augmenter la production, que le pays soit autoproducteur et autosuffisant en énergie, en consommation, en production, et de pouvoir aussi vendre cette énergie dans d'autres pays avec des interconnexions électriques et tout ça. Donc,
on aura, c'est sûr que le réseau sera chargé et on aura besoin de faire un peu de stockage. Aujourd'hui, le stockage d'hydrogène est plus stable que le stockage batterie. Donc, l'hydrogène a des avantages. Parce que je prends le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont eu des éoliens, ils ont eu... Leur réseau est complètement chargé. Le réseau électrique est complètement chargé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des moments où on récupère le surplus d'énergie pour faire du stockage. Ils ont fait stockage de batterie, maintenant on fait du stockage d'hydrogène. Parce qu'ils ont besoin d'utiliser cette électricité, produire l'hydrogène sous forme d'électrolyse, stocker et puis réutiliser à des moments où vraiment la demande elle est forte et qu'ils voient que sur le réseau, on a peu d'énergie, on reproduit via les piles à combustible et on donne cette énergie-là quand la demande est forte. Donc, l'hydrogène a des avantages surtout par rapport aux batteries. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la pile à combustible, le rendement est un peu plus faible, mais comme je l'ai dit, comme les batteries ont commencé, par exemple la batterie, moi j'ai mené une thèse sur les batteries. Depuis la jeunesse des batteries à aujourd'hui. Et la batterie au début a commencé avec le plomb, petit à petit, aujourd'hui on a le lithium. J'ai même travaillé sur un autre modèle de batterie aux Pays-Bas qui sera encore plus performant que la batterie lithium. Voilà, et ça c'est en cours. Donc, il y a la recherche. Moi, je conseille beaucoup de mener beaucoup de thèses de recherche parce qu'aujourd'hui, on est en pleine transition. On n'est pas encore en technologie de maturité. Il y a beaucoup de filières qui arrivent. Il y a même une sorte d'énergie encore qui arrive que je ne vais pas révéler, mais il y a beaucoup de trucs qui arrivent. Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours et on va tendre tous vers un mix énergétique. Aujourd'hui, moi, je comprends ces discours parce que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai échangé avec les gens localement. Je vais dans d'autres pays, voilà, donc là, les gens aujourd'hui regardent beaucoup leur poche. L'économie, ok, c'est une technologie qui est bien, pour l'instant ça ne nous rapporte pas de l'argent, on s'en fout de l'environnement, tant qu'on n'a pas de tremblement de terre, tant qu'on n'a rien, et puis automatiquement on préfère pour l'instant, on se met d'abord sur les batteries, sur l'électrique, les véhicules électriques, et puis quand l'hydrogène deviendra un peu plus mature, voilà, et plus économiquement faisable, on pourra bien sûr tous s'orienter vers cette nouvelle filière d'avenir qui va réellement favoriser la décarbonation. C'est elle la clé de la décarbonation. Je le dis et je le répète, c'est la clé de la décarbonation. Mais bon, voilà. Donc en France, c'est d'abord le nucléaire, parce que le nucléaire c'est la solution. Bien entendu, moi avant-hier j'avais écouté le discours du président Macron. C'est le nucléaire d'abord, c'est la solution. Les déchets, on sait comment faire. Si on envoie en Afrique, on envoie quelque part, c'est plus notre problème. On exploite le nucléaire, on fait un peu de renouvelable. Hop, EDF va à l'international pour aller faire du solaire un peu partout. Moi, je connais un ancien directeur de FH. Voilà, qui est aujourd'hui président de l'Association internationale de la géothermie, qui m'a dit clairement, je préfère aller vendre l'expertise française en Chine. Parce qu'ici, il y a un peu d'hypocrisie dans la transition énergétique, ils font semblant de faire, ils disent le nucléaire, c'est, je suis désolé, le nucléaire c'est pas l'énergie nouvelle. C'est pas une énergie nouvelle. Parce qu'une énergie nouvelle, à la base, elle est venue parce que elle avait pour objectif de nous permettre de réduire les émissions de CO2. Quand on produit des déchets qu'on n'arrive pas à exploiter, est-ce qu'on répond principalement à cette thématique? Pour moi, non. Pour moi, non. Non et non et non. Comment on appelle ça, les minerais qui sont utilisés pour la production nucléaire, on peut les exploiter différemment. On n'est pas obligé de tout le temps produire de la chaleur ou de l'électricité. Sans pour autant produire des déchets qui vont impacter notre environnement. On peut le produire différemment. En fait, il faut voir les choses différemment. Quand tu vas en Chine, la manière dont il y a une ville en Chine qui est une ville vraiment durable, une ville durable où tu vois le nouveau monde, une ville durable où tu vois même la table, tellement l'esthétique est faite, tu vois juste les panneaux solaires juste sur la table, mais ces panneaux solaires là sont connectés d'une certaine façon qui permet d'avoir l'électricité, mais c'est pas suspendu comme ça sur le toit. Tu vois, ils allient en fait la production renouvelable à l'environnement, à l'esthétique.
Et franchement, là, je vois le futur. Là, je vois le futur. Là, c'est le futur. Non, non, non. En fait, je pense que les gens doivent rêver grand. Ils doivent réfléchir, ils doivent creuser. On arrive dans un monde où on ne va pas forcément compter sur, comme dans les anciens mondes, sur les grandes puissances qui vont tout faire. C'est à nous de créer notre propre monde. C'est à nous de développer, de trouver les moyens, les ressources, quels que soient les moyens, et d'y arriver, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai eu à discuter avec le président du MEDEF, le vice-président du MEDEF. Oui, il y a trop d'hypocrisie aujourd'hui sur la transition énergétique en France. Trop d'hypocrisie. Donc aujourd'hui, et malheureusement, bon, il y a seulement 7 pays en Afrique. Voilà, ils sont pas comme nous, ils sont sur le terrain, ils vivent la chose pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Travaillent avec leurs confrères dans les mêmes idéologies, ça fait une grosse bulle où on a les mêmes idées et on développe comme ça. Bon, donc il nous faut une nouvelle génération qui comprend bien les choses et qui va refaire les choses différemment. C'est pas encore arrivé, mais il faut que ça arrive. Il va falloir du temps, mais faut que ça se fasse. Alors, en attendant, bon, il faut continuer à travailler, à innover, à faire des recherches, mais pour vous dire, j'ai travaillé en Belgique. La Belgique, la Suède, la Scandinavie, Suède, Danemark, ils ont une autre façon de voir les choses. Là-bas, quand tu vas même en Allemagne, tu vois très bien que c'est des gens respectueux de l'environnement, même dans la technologie, dans la façon de faire. Il y a certains pays qu'on peut regarder et voir un petit peu comment tout ce qui est transition énergétique, développement durable se fait, et d'autres pays qui ne sont pas réellement des modèles, quoi. Même si, ok, je vis en France, je suis en France, mais il y a une certaine réalité, on ne peut pas se voiler la face. Ils attendent juste les financements. La question, le nerf de la guerre, ça a toujours été les financements. C'est des projets, des nouvelles technologies qui arrivent, et pour eux, ça coûte très cher pour les expérimenter, pour les tester, parce qu'on est en transition, ça veut dire on est en phase de test. Il n'y a aucune technologie mature. Même la batterie lithium-ion, dans quelques années, sera remplacée par un autre système encore plus performant. Parce que les gens continuent de chercher la maturité la moins coûteuse avec les matériaux les plus durables. Donc on n'est pas encore... donc ils se disent, bon, il y a telle technologie qui est arrivée, pour l'instant ça coûte très cher, nous on ne peut pas investir dessus, on attend l'État, il faut que l'État nous donne des moyens pour tester cette technologie. En attendant, on reste toujours dans le nucléaire, on fait un peu de renouvelable. En France, c'est toujours le pas du crapaud, de la tortue, quoi. Voilà, on va lentement mais sûrement. En Allemagne, ça va à fond, ça aide l'Afrique, ça ramène des fonds, ça travaille avec l'Afrique, mais pas l'histoire du colonisateur et de son esclave, mais dans une partie de gagnant-gagnant. Bon, voilà. Aujourd'hui, la France a plein de problèmes au Niger. Et voilà. En fait, pour moi, toutes ces nouvelles filières qui arrivent, en fait, c'est vrai que les entrepreneurs, nous, on travaille en fonction des réglementations. On essaie de bosser en fonction de ça, mais tout remonte depuis là-haut. Récemment, j'ai vu... Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est que grâce à cette utilité sociale, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont conscients, qui interrogent le président Macron et qui sont très choqués de la réponse du président. Ils se disent, mais en Allemagne, par exemple, on parle, oui, de développement durable, de réduction de trucs, mais c'est dans tous nos secteurs de vie, dans l'aéronautique, dans l'agriculture, dans tout ça, dans le transport. Regarde, en Allemagne, par exemple, ils ont proposé, par exemple, des passes, par exemple, pour des trains et tout. C'est pas des tarifs différents. Ils disent, ouais, mais ça, c'est l'Allemagne. Eux, ils font... Ce qu'ils oublient, c'est que la France est en retard. C'est le pays le plus en retard dans tous ces processus de réchauffement climatique, de développement durable. La France est vraiment derrière, mais il a ses excuses. Ouais, il dit tout le temps, oui, mais ouais, parce que l'économie de la France repose beaucoup sur l'aéronautique, les avions, tout ça. Voilà. Ils sont en train de travailler sur Airbus sont en train de travailler sur des expérimentations liées à des avions hydrogène. Voilà, stockage, pilotage, tout ça. Ça va sortir en 2025. Ils sont en train de parler de l'hydrogène, ils sont en train de le tester pour la production d'avions hydrogène. Après, la France va s'en en procurer. Non, c'est trop hypocrite.
ils sont très hypocrites, ils savent bien ce qui se passe. Et en attendant, il y a d'autres qui préfèrent, comme je dis, travailler aussi à l'international, en Afrique, en Chine, aller vendre l'expertise française là-bas, avoir des marchés là-bas pour développer la géothermie. Voilà. Parce que la France, ce qu'elle est, elle a ses principes à elle et elle ne comprend pas que le réchauffement climatique, on avance tous ensemble et que d'autres ne doivent pas rester en retard par rapport à d'autres parce qu'après ça impacte. Donc, c'est compliqué et le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent d'abord. Même tu interroges tout à l'heure un habitant français, tu lui demandes qu'est-ce que tu penses du climat, du réchauffement climatique, qu'est-ce que tu penses. Ouais, ça m'arrive parfois d'échanger avec des populations comme ça, sur cette thématique, ils disent que moi et mon mari, on pense que toute cette histoire de transition écologique, c'est la merde. Nous, on a juste besoin de notre argent pour payer le loyer, pour payer le truc. Voilà. Non, mais c'est clair. Alors qu'ailleurs, la mentalité est différente. Je prends même l'histoire de l'égalité des chances. Hommes-femmes. Les femmes sont obligées de se battre dans ce pays, de faire plus que les hommes. Moi, dans mon métier, moi, je suis une femme chef. Hein, je dirige des ingénieurs qui ont peut-être 25 ans d'expérience, qui sont dans la boîte depuis longtemps. Moi, j'arrive jeune femme africaine et je m'impose. Alors, donc ça crée même des problèmes au sein de l'équipe. Je force pour que le projet il avance parce que ça sera derrière ma faute. Mais il y a un problème au niveau même de la mentalité française. Aujourd'hui, c'est rare de voir aujourd'hui une femme française. Déjà, je prends le modèle de la femme française. Elles sont toutes obligées de se battre, même dans des métiers où elles sont capables, mais de se battre encore plus que les hommes pour montrer qu'elles sont capables. Parce que c'est pas normal. Tu vas en Allemagne, aux Pays-Bas, la femme, elle est compétente, elle n'a pas besoin de toujours prouver, de montrer, elle vient faire son boulot comme l'homme tranquille. Il n'y a pas de stéréotypes, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de préjugés. Et regarde, c'est rare de voir une femme française, tu vois une grande industrie comme ça, à part Engie où il y a aujourd'hui une femme qui est directrice, à un moment... il y avait plein de gens qui étaient en train de lui faire que des problèmes. Bon, elle n'est plus là. Elle a continué, elle a été remplacée par un homme. Mais je veux dire que déjà en termes de mentalité, il y a vraiment un énorme travail à faire en France. Quand tu vas à l'international, comme je dis, il faut vraiment s'ouvrir. Moi, j'ai vraiment bien fait, après mon diplôme d'ingénieur, de travailler dans d'autres pays de l'Union européenne parce que ça m'a permis d'avoir aussi une ouverture d'esprit par rapport au secteur, par rapport à ce qui se passe ailleurs, avant de venir voir ce qui se passe en France, de voir qu'en France, les gens sont vraiment en retard. Tu vas en Suisse, tu vas en Allemagne, aux Pays-Bas, en Scandinavie, les femmes même sont encore plus compétentes que les hommes. Les hommes, ils font confiance aux femmes, ils mettent tout dans la main de la femme parce que quand elle sait faire, elle fait bien son boulot. Il n'y a pas besoin de tout le temps prouver. Non. Moi, je suis dans ce milieu. Je pense que toi aussi, tu es dans ce milieu. Tu dois peut-être comprendre. Plus tu gravis les échelons, plus tu as des postes hauts. Par exemple, moi, quand je travaille, j'accompagne parce que via ma société, je développe mes propres projets. Mais j'accompagne aussi d'autres sociétés, ça s'appelle des industries pétrolières, qui veulent développer leur projet de transition énergétique. Mais dans ces sociétés, même quand je les accompagne, ils essaient de me donner quand même une place. Je les accompagne via ma structure, je facture, mais on me donne une place. Voilà. Il y a le PDG, le directeur, après c'est moi. Et après moi, il y a en bas. Mais je suis très jeune, femme, jeune et africaine en plus. Bon, si j'avais la peau blanche, peut-être que ce serait peut-être plus encore pas compréhensible parce que les femmes blanches aussi, quand même, dans leur domaine, elles sont obligées de se battre. Dans leur propre pays. On n'a même pas encore fini avec le problème d'égalité de chance. Il y a un gros problème de mentalité ici. C'est pour ça. Ils essayent de penser ce qu'eux, ils ont envie de penser pour vivre comme ils veulent dans leur pays, en fait. Et ailleurs, tu vois que les choses sont un peu avancées. Moi, quand je cause avec les Français, je dis, je te conseille d'aller voir un peu ailleurs, à Dubaï, un peu partout. Ça me rappelle, par exemple, quand j'étais allée en conférence à Dubaï. Après ma conférence, j'ai décidé un petit peu de m'aérer un peu l'esprit. Je suis allée sur une île à Abu Dhabi. Je suis allée sur une île à Abu Dhabi, une île privée.
voilà, où j'ai toute la plage pour moi, je me repose tranquillement, mais c'est une île privée où il y a peu de personnes. Mais j'étais très surpris des gens que j'ai rencontrés là-bas. Non, je parlais anglais et tout. On dit, mais vous êtes français? Mais nous aussi, on est français. Il n'y avait que des Français. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains Français qui ont compris. Donc, ils sont en train de sortir pour aller à l'étranger. Ils voient que ici, c'est en retard. Il y a d'autres qui vont vivre en Thaïlande, en Indonésie. Ils ont une très belle vie là-bas. Une meilleure vie qu'en France. Donc, il y a plein de Français qui ont compris, qui vont même à l'étranger, qui prennent des nationalités, qui restent en Côte d'Ivoire. Exemple, Philibert Dutroux, l'avenir, c'est pas ici. Bon, je me pose la question, qu'est-ce que je fais ici? En tout cas, moi, je suis internationale, je suis en France, je travaille avec tout le monde. Et entrepreneur, transition énergétique, hashtag Women in Tech, hashtag Science, hashtag développement durable, hashtag égalité des chances, hashtag. Donc, pour moi, toutes les thématiques sont liées, mais il y a une certaine problème ici. Il y a une grave crise économique. Les populations arrivent à joindre, même pour des problèmes pour joindre les deux bouts. À partir du 10 du mois, c'est fini. Il y a un problème. Et ils attendent le RSA, ils attendent plein de choses. Donc même quand tu leur parles de transition écologique ou énergétique, c'est pas leur affaire. C'est l'affaire des multinationales, c'est l'affaire des PME qui veulent se développer à l'international, qui développent leur petite expertise ici, la technologie, et qui vont bien sûr le revendre à l'international. C'est réellement ce qui se passe, c'est ce que je constate, de façon un peu globale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je comprends un peu les anti-hydrogènes, mais je suis désolée, mais je ne lui laisse pas la parole, parce que je ne les laisse pas la parole. Les anti-hydrogènes ne laissent pas la parole parce que je sais que leur problème c'est uniquement les financements, uniquement l'argent, mais dès qu'il y aura l'argent, eux tous y croient en cette filière. Dès qu'il y aura tous les financements en leurs mains, dès qu'il y aura la maturité de la technologie, ils iront à fond. C'est le cas de Total, Énergie, ils ont créé bien sûr la petite filière hydrogène. EDF a créé sa filière Anamix. C'est avec eux qu'on a mis en place la centrale, la station hydrogène de 400 kg. Ils sont exploitants de ces centrales. Ils travaillent aussi tranquillement pour avoir l'expertise, mais quand réellement la maturité de la technologie va être complètement lancée, ils vont plutôt s'occuper de l'hydrogène pour laisser même l'électricité, parce que l'hydrogène c'est un peu comme un carburant. Aujourd'hui aussi avec l'hydrogène et le captage de CO2, on fabrique le méthanol. Et aujourd'hui, on appelle ça le carburant durable. C'est-à-dire qu'ils prennent le CO2 et ils ont besoin d'hydrogène vert pour fabriquer du méthanol. Et avec ça, ils pourront aussi remplacer ce méthanol-là par de l'essence dans les véhicules. Voici aussi de la transition énergétique. Et ça, c'est en cours. Il y a des grandes entreprises en France qui sont en train de travailler sur ce projet depuis peut-être la Covid. Et j'en connais. Donc, ils y croient. Ne t'inquiète pas, ils savent réellement la valeur de ce truc, mais ils attendent vraiment le bon moment, ils attendent la maturité, ils attendent les financements. Et je te jure que quand il y a l'argent quelque part, tout le monde s'agrippe facilement comme des mouches pour chercher à rattraper le gâteau. Ils sont tous comme ça. Mais au début, quand ils voient oui, non, moi je suis pas d'accord. Moi, je crois en cette filière, je travaille pour la développer dans mon pays pour une certaine raison bien précise, parce que je sais que ça peut être utile pour l'Afrique. On ne le fait pas en modèle ou en copie d'un pays ou un autre. C'est bien réfléchi et il faut l'adapter en fonction de notre niveau de vie. Par exemple, dans l'industrie surtout, par exemple, Côte d'Ivoire, bien dans d'autres pays, c'est très utile. Par exemple, au Djibouti, ils produisent la chaleur par géothermie. À partir de ces chaleurs, on peut expérimenter, on peut faire de l'hydrogène avec l'électrolyse qui utilise la chaleur, produit l'hydrogène vraiment à grande échelle. Donc il y a vraiment, franchement, faut qu'ils arrêtent. Franchement, ils nous pourrissent la tête, ils nous pourrissent les idées. Franchement, moi je suis tellement, je sais même pas quoi dire quoi.
Je ne les laisse pas la parole du tout. Je comprends pourquoi on utilise par exemple les véhicules électriques ou les batteries au détriment de l'hydrogène, mais il faut savoir que le stockage d'hydrogène, c'est le stockage le plus stable comparé à la batterie. C'est le plus stable, il perdure vraiment sur plusieurs. La batterie, ça se charge, ça se décharge, ça se charge, ça se décharge. Tu as le stockage, tu fais ton stockage d'hydrogène, tu peux l'utiliser à tout moment, ça peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le gaz ne pourrit pas, il se décharge pas. Tu recharges du stockage, tu passes en électricité, ça se fait en un temps record, en quelques secondes. Tu le passes à la station de distribution pour recharger par exemple ton véhicule en 3 minutes, tu le recharges comme si tu étais en train de recharger un véhicule essence avec la station essence. Alors qu'avec le véhicule électrique, aujourd'hui, on fait avec parce qu'on attend le financement pour l'hydrogène, on attend la maturité pour avoir une refaisabilité. Mais on recharge aujourd'hui, le minimum de temps de recharge c'est 30 minutes. Quelqu'un qui a une course et tout, il est obligé de chercher à recharger le week-end. Si tu as une panne en route, t'es foutu. Il faut que tu aies un véhicule hybride, comme ça si la batterie ne marche pas, tu compenses sur soit l'hydrogène, ou bien l'essence, ou bien le méthanol, etc. C'est ça le truc, le problème actuellement. Donc, moi, ce que je peux dire, en temps d'un mix énergétique, chaque solution a un avantage en fonction du besoin précis. Il faut étudier, voir ce qui est le plus avantageux, économiquement, sur le plan environnemental, mais ça n'empêche pas de continuer à travailler sur des technologies qui seront réellement l'avenir, en fait. C'est vraiment ça que je souhaite dire aux anti-hydrogènes. Il n'y a pas de guerre entre les technologies. Chaque technologie a sa place en fonction du besoin et tout dépend des paramètres. Et à chacun son choix. Vous voyez, à chacun son choix. Il y a d'autres qui vont accepter de choisir le solaire parce qu'aujourd'hui ça marche, mais avant le solaire c'était cher. C'était cher. Les batteries avant ça coûtait cher, hyper cher. Les batteries lithium aujourd'hui c'est à 1 000 € le kilowattheure. Demain ça sera peut-être à 500 € et après il y a une nouvelle technologie qui va venir qui sera plus intéressante parce qu'avec elle on recharge plus vite le véhicule électrique. Bon, on dit, même si ça coûte plus cher, mais qu'on recharge plus vite le véhicule électrique avec cette batterie, moi je préfère la prendre parce que moi j'ai besoin de 3 minutes. Mais après on compare, on voit qu'avec l'hydrogène c'est moins cher. Moi je prends l'hydrogène. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en développement durable, indépendance énergétique, mix énergétique, bas carbone, et puis derrière on regarde tout ce qui est rentabilité. Mais franchement, il faut vraiment faire preuve de propreté intellectuelle et bien expliquer aux gens qui vous écoutent vraiment les avantages et les inconvénients et ne pas leur dire non, laisse l'hydrogène, allez-y prendre l'électrique. Mais c'est ce qu'on fait en France ici. Ils n'expliquent pas correctement tous les rouages en disant que moi je vais dans le nucléaire parce que ça a mon avantage. Voilà, je vais dans le nucléaire, ça a mon avantage, ça paye bien. Aujourd'hui, le renouvelable paye bien aussi. Ça paye bien aussi. Bon. Pas autant que les fossiles, mais oui, oui. Ça serait peut-être une question pour une autre fois. Oui, pas comme le fossile, je suis d'accord. Bon, quand je vois aussi tout le temps des découvertes de puits pétroliers et tout, bon, c'est bien. Moi, ce qui est bien avec la transition énergétique, c'est qu'il n'y a pas que le renouvelable. Tout à l'heure, j'avais dit, il y a l'optimisation énergétique. C'est-à-dire qu'on peut continuer à produire le pétrole, mais en gros, on utilise des systèmes qui nous permettent de traiter par exemple le CO2 qui est produit dans ce pétrole pour le rendre de plus en plus moins polluant. Par exemple, là on est en train de faire des efforts et là on parle de transition énergétique, ça ne veut pas dire qu'on arrête le pétrole. Moi je travaille dans les industries pétrolières. Donc, c'est pas que produire les énergies renouvelables. Il y a le captage du CO2. Le CO2, quand on le capte, on peut le traiter, on le purifie, on le rend propre. Et on le réutilise. Ça se fait. Donc l'hydrogène, tous les sujets de captage de CO2, optimisation énergétique, il y a des systèmes en industrie, par exemple pétrolière, qui produisent énormément de chaleur. Aujourd'hui, grâce aux ORC, on capte la chaleur, voilà, et on produit de l'électricité supplémentaire. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire. Voilà, il faut travailler avec les experts, ils vont bien vous expliquer, vous conseiller les bonnes technologies et ne pas leur dire non, prends pas ça, non. Non, il faut vraiment
vraiment, vraiment apprendre. On finit jamais d'apprendre. On est ingénieur. Moi, on va dire que quand j'ai mon diplôme d'ingénieur, en ce moment, j'ai travaillé sur les véhicules électriques, des simulations, comment confectionner un véhicule même, hein, la batterie, le moteur, tout. Tout ça, j'avais pas fait d'hydrogène. L'hydrogène, je l'ai appris en classe de 3e, je me rappelle à Sainte-Marie. Mon prof, j'ai oublié son nom. Il avait une grosse tête comme ça. J'ai oublié le nom de mon prof à Sainte-Marie. Mais j'ai appris l'hydrogène, la synthèse d'hydrogène, la synthèse de l'eau, l'électrolyse de l'eau. Je m'en rappelle toujours. Hein? Et Lavoisier, la formule Lavoisier, jusqu'à aujourd'hui, on continue dans rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est bien vrai, c'est une grande phrase très puissante qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je pense que d'autres profitent du fait que d'autres ne sont pas forcément instruits sur certaines technologies ou certaines filières pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Moi, ce que j'invite les populations à faire, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait beaucoup de sensibilisation digitale, et j'aime bien tes posts que tu fais sur les énergies, l'actualité et tout. Ça, c'est très bien parce qu'il faut continuer, il faut vraiment continuer. Il faut que les gens ils se forment, il faut qu'ils apprennent au lieu d'écouter vraiment les grandes puissances qui cherchent que leur argent et qui disent ce qui les intéresse, où ils peuvent eux investir pour multiplier leur argent sans penser vraiment au bien-être de la population. Ils ne pensent pas au bien-être de la population. Moi, j'ai eu interviewé une dame mariée, dit avec mon mari, on pense que la transition énergétique, écologique, tout ça, c'est n'importe quoi. Je dis ah non. Ah non, je l'ai recadré tout de suite, je l'ai correctement informé pour lui expliquer les choses. N'attends pas l'État, cherche pas à aller dans la rue pour protester, contester, pour dire non. Il s'en fout, il t'écoute même pas. Il cherche juste à remplir ses poches à la fin de son mandat et de partir. Quand tu le vois, tu dis, monsieur Macron, ouais, ma part, c'est tout, donne-moi pour moi. Tu vas faire ton bâtiment avec ton isolation de verre, améliorer ton confort thermique, réduire ta facture d'électricité. Les agriculteurs, améliorer le sol en utilisant des engrais plus respectueux de l'environnement, en utilisant des engrais chimiques qui ont pollué le sol aujourd'hui. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Et dans ces engrais, comme je disais, ces engrais naturels, là, il y a l'hydrogène dedans. Voilà, le phosphore plus l'hydrogène, le KPH. KPH, voilà. Donc, non, c'est NPK. N pour azote, P pour phosphore et K pour potassium. Et ça, dans l'azote, on rajoute l'hydrogène et ça produit de l'ammoniac. Et c'est avec cet ammoniac-là qu'on fabrique de l'engrais. Et c'est avec l'hydrogène propre. L'engrais naturel que tu mets, donc tu peux mettre dans le sous-sol. Et ça, c'est très bien pour les cultures. Très bien. En Afrique aujourd'hui, on voit beaucoup d'importations d'engrais au Maroc, mais en Côte d'Ivoire, on peut produire notre propre engrais si on a notre hydrogène vert. Au lieu de tout le temps importer l'engrais du truc, et puis bon, on a des sols fertiles, il y a d'autres qui font de l'incinération. Donc vraiment, il faut arrêter d'utiliser les engrais chimiques parce qu'on n'en a pas besoin, ça pollue le sol, ça réduit la performance des sols. Et aujourd'hui, l'Europe a beaucoup de problèmes. J'ai changé avec une dame un peu très âgée qui a 87 ans. 87 ans, qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Ah oui! Et donc elle m'a tout expliqué. Ah, j'étais là pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, regarde, aujourd'hui tu prends une orange, tu peux même pas goûter. C'est acide. Il y a quelques années en arrière, c'était comme l'orange de l'Espagne. Je dis, t'inquiète, je vais en Côte d'Ivoire, je te ramène la bonne orange. Et elle me parlait du problème de fertilité des sols. Une dame qui a 87 ans, qui est encore en vie, qui a vécu, qui est née avant la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui qui me raconte tout ça. Donc, c'est bien parfois aussi de faire des conférences, d'être en face d'un grand public varié et divers, de recueillir des opinions parce que tout ça aussi, c'est via ces échanges qu'on pourra créer notre communauté. Voilà, une communauté qui développe ses propres projets, voilà, qui entreprend et qui développe des projets qui répondent vraiment à notre besoin futur et qui nous permet de créer notre propre monde. Voilà, bon, donc du coup, pour moi, mon globalité, c'est ça, quoi. En tout cas, merci pour ta réponse. On a bien compris qu'on ne pouvait pas se détourner de l'hydrogène. Non, parce que
maîtrises pas un truc, tu peux facilement détourner la personne. Mais il faut, moi je forme les entreprises, je forme les professionnels. J'ai formé, je forme même les banques. Parce que tout le monde croit en l'hydrogène. Il y a des finances. Par exemple, il y a une dame de la CIC qui dit « Je dispose de fonds pour l'hydrogène. » Très bien. Mais je reçois des projets, je ne sais même pas comment évaluer le taux d'aide. Je ne comprends même pas cette filière. Ils sont pleins comme ça en Europe ici. On parle d'énergie renouvelable, de transition écologique, pour eux c'est un grand mot. Ils ne comprennent pas. Donc on est obligé tout le temps de faire des formations. Donc je leur fais des formations et tout. J'ai fait une grande formation là-bas où il y avait au moins, il y avait Engie, il y avait la CIC, c'est la banque CIC. Il y avait plein de professionnels comme ça d'entreprises pour apprendre ce que c'est que l'hydrogène, pour comprendre la genèse du truc. Comment mener des études, évaluer le taux d'aide de financement. Voilà, tout ça, je leur ai inculqué. J'ai mis en place un logiciel que je ne donne pas à tout le monde, que uniquement ceux qui se forment. Donc du coup, j'ai mis en place ce logiciel là et je forme là-dessus. Voilà, que ce soit les directeurs, les managers, les ingénieurs, sur comment fonctionne vraiment une étude qui permet de produire l'hydrogène pour l'industrie, le transport, pour l'agriculture, pour la fabrication des engrais, pas pour le milieu santé médicaments parce que c'est un peu différent. Je connais par exemple un monsieur qui a développé une start-up qui permet de fabriquer des protéines à partir d'hydrogène. Mais d'hydrogène propre parce que les protéines que nous tous on mange, tout ça, c'est de l'hydrogène, mais c'est de l'hydrogène qui provient des sources non propres. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc je forme parce que je trouve que c'est bien. Et les posts que tu fais sur l'actualité, tout ça, c'est très très important. Il faut que les gens regardent, il faut qu'ils s'informent, il faut qu'ils regardent. Faudrait pas qu'ils écoutent uniquement que les dirigeants, il faut qu'ils s'informent pour se faire à eux aussi leurs propres idées. Ils analysent leurs besoins actuels pour créer le marché, pour créer une offre en fonction de la demande, développer des choses parce que en faisant ça aussi, ça aide en fait, ça contribue au développement durable, ça aide. Aujourd'hui par exemple, parce que avec les systèmes existants, ils ne répondent pas forcément aujourd'hui aux besoins futurs. Donc il y a beaucoup de boulot à faire et personne ne fera à notre place si c'est pas nous. Je connais par exemple une structure aujourd'hui qui fait des transactions internationales avec réduction d'émissions de CO2. Et donc aujourd'hui, ils travaillent avec par exemple les entreprises qui font des transactions financières internationales pour leurs projets, mais c'est des transactions qui coûtent, on va dire, qui coûtent énormément de CO2, qui produisent énormément de CO2. Et via ces structures-là, les transactions qu'ils font permettent par exemple de réduire les émissions de CO2. Que ce soit des transactions de Côte d'Ivoire, de France dans n'importe quel pays d'Afrique, ou bien de France en Chine, ou bien de Chine en Afrique. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, chaque entreprise a son empreinte carbone. Donc, pour améliorer l'empreinte carbone, c'est pas uniquement même dans l'électricité, c'est dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans les transactions, dans les habitudes de nos employés. Les émissions de CO2 se calculent sur tous les aspects de la vie. Donc derrière, on doit améliorer ce qu'on fait pour réduire ces émissions de CO2, ces empreintes carbone. Et comme ça, ces entreprises seront moins facturées, moins taxées. Et aujourd'hui, comme on a des bonus, des revenus, ça va, en termes de réduction d'émissions de CO2, ça leur permettra en fait d'avoir plutôt des économies plutôt que des dettes ou des fortes taxes à payer. Donc, comme je donne l'exemple de cette start-up, c'est pour dire qu'ils ont analysé le besoin aujourd'hui. Oui, on fait des transactions financières, ça génère beaucoup de CO2. Il faut qu'on trouve un nouveau système qui nous permette de faire des transactions internationales de gros montants, des millions d'euros à des milliards d'euros, tout en réduisant les émissions de CO2. Il y a plein de multinationales qui font de grosses transactions financières dans le monde entier. Par exemple, je prends un exemple dans le secteur de l'énergie comme ça.
Je prends l'exemple de d'EDF qui achète des équipements en Chine pour livrer en Afrique. C'est des grandes transactions. Par exemple, tu fais 46 MW, c'est peut-être à peu près 40 de solaire, ça fait 46 millions d'euros. Ça fait des grandes transactions, ça fait des achats d'équipements de plus de 50% du prix en Chine pour livrer en Afrique. Mais ça génère beaucoup de CO2 dans le transport, dans la transaction. Donc cette entreprise-là, eux, ils te proposent un nouveau système qui permet de réduire. Donc, et ils n'ont pas attendu l'État pour faire ça. Ils n'ont pas attendu l'État ou ils n'ont pas attendu, je sais pas, des gens qui se sont dit, ben, voilà ce qui existe, on va appliquer, on va mélanger développement durable, environnement, avec ce qui existe au niveau financier. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc, quand on parle de développement durable, réduction de l'empreinte carbone, c'est dans tous les secteurs d'activité. Et ils n'ont pas attendu l'État, c'est en s'informant, en regardant, en recherchant, en voulant un monde meilleur, un monde nouveau, propre à notre image, que voilà, ils ont réfléchi à ça. Et puis voilà, moi c'est un exemple, je cite, il y en a d'autres exemples parmi tant d'autres. Donc moi j'invite beaucoup tous ceux qui nous regardent à creuser, à s'informer, à toujours suivre Dali Énergie parce qu'il y aura toujours de bonnes actualités. Et voilà. Merci. Continuez à travailler, entreprenez et imaginez votre monde et réalisez-le. On va s'intéresser à cette partie entrepreneuriale de ta carrière. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Psychogène et nous expliquer comment tu as démarré, question de fonds, question de soutien, question réglementaire, tout ça, et pourquoi avoir choisi la France pour t'implanter? Alors, bon, dans un premier temps, déjà pourquoi j'ai choisi la France? Parce que bon, à la base, je vivais ici, et puis je travaillais dans une filière qui était encore nouvelle. Et comme c'était encore en plein développement ici, et puis j'étais dans l'exercice du métier, j'ai décidé de commencer d'abord ici, de développer l'entreprise ici avec des entrepreneurs locaux, développer des relations, partenariats ici nationales et puis internationales, parce que plus l'expertise est connue, plus ça va à l'international. Et puis après, mûrir un projet entrepreneurial que je peux faire chez moi, par exemple dans mon pays d'origine, en Côte d'Ivoire. Donc c'est toutes ces raisons-là qui m'ont incité à... Et puis il y a un peu plus de facilité en France par rapport à, par exemple, en Belgique ou en Suède ou aux Pays-Bas. Il y a un peu plus de facilité en France. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en France, tu peux être salarié et puis d'abord démarrer l'entrepreneuriat par l'auto-entreprise. Puisque tu n'es pas encore très sûr, tu n'as pas envie de laisser 100% ton métier parce que si tu dis tu n'as pas de capital, tu n'as pas d'économie et donc tu es un peu à cheval entre les deux. Bon, tu ne prends pas de risque, tu commences avec l'entreprise individuelle ou ton entreprise. Si tu ne crées pas de chiffre d'affaires, tu ne payes pas d'impôts, tu restes salarié et puis plus tu crées le chiffre d'affaires que tu dépasses 80 000 euros, là dans ce cas il faut passer en statut SARL et après SAS et après SA, etc., etc. Donc ce qui est bien en France, c'est un peu ça. Dans d'autres pays, t'as pas... Aujourd'hui, le freelance a commencé dans le pays, mais avant il n'y avait pas ça, ça a commencé. C'est une loi qui a lancé plus en France au temps d'Emmanuel Macron. Ça, j'ai bien aimé au temps du président Macron. Et donc c'est tout ça qui a fait. Bon, j'étais aussi sollicitée, contactée par des entreprises pour que je bosse pour eux. Je dis bon, franchement j'ai déjà un autre boulot, je me plais bien dans ce boulot, j'ai pas envie de changer de contrat, mais ce que moi je vous propose, si vous ne trouvez pas d'autres experts, d'autres compétences autres que le bien sur le marché, ce que moi je vous propose, on peut passer au portail salarial ou au freelance. Si vous acceptez ça, il n'y a pas de souci. Si vous n'acceptez pas, ciao. Voilà, parce que je suis bien où je suis en train de faire. Je suis en train de faire un projet de station hydrogène qui est très bien. Si je l'inaugure, c'est très bien. J'ai installé un truc en Belgique, ici en France. J'ai fait des vraies concrétisations, centrales solaires. Je me sens bien. Donc je ne sais pas pourquoi je vais laisser ceux avec qui je suis loyale pour aller là-bas que je ne connais pas encore. Donc, ce que je vous propose, on peut continuer à rester ensemble, mais sous un autre statut. Voilà. Apprends-nous à laisser. Si tu veux pas, ciao. Il n'y a que les loyales qui restent. Donc, du coup, c'est comme ça que c'est passé.
Et puis voilà, il y a certains qui ont accepté, et puis il y a d'autres qui disaient oh, non, on veut franchement un CDI, tout ça. Et je dis ok, bon, on trouve quelqu'un d'autre. Ciao. donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Puis donc j'ai eu à travailler John Cockerill, Alpha Dose. John Cockerill, c'est une grande structure internationale qui est basée en Belgique. C'est une structure qui fait vraiment des millions d'euros de chiffre d'affaires en Belgique et à l'international. Ils ont une filiale au Congo, ils exploitent l'or, les minerais, ils font du pétrole, ils font des énergies, ils sont dans l'armée, dans l'aéronautique. Donc eux, ils me sous-traitaient pour bosser avec eux. Et puis via Alphado, parce que c'est une structure française qui m'a contacté. Oui, voilà, moi je passe en CDI, voilà, on dit John Cockerill qui a besoin de quelqu'un, on regarde, mais on ne trouve pas le profit. C'était en 2020, même pendant la Covid. Pendant la Covid, tout le monde était à la maison. Et John Cockerill avait un projet au Tchad de 2,5 MW de solaire au Tchad. Et là, l'ingénieur qu'ils avaient placé sur le projet, elle a mis sa femme enceinte, il est passé en congé de maternité, il a craqué, il avait pas envie de bosser. Donc ils avaient le budget, ils cherchaient quelqu'un qui était disponible, qui pouvait m'appeler, écoute moi j'ai mon boulot, tout ça, ok c'est la Covid, mais on passe en portage salarial au freelance parce que moi franchement je n'ai pas envie de se laisser en contrat parce que chez Pôle emploi tu as le droit d'avoir un seul contrat CDI, pas deux CDI. Donc il y a aussi la réglementation à suivre. Tu peux être à la fois salarié et être entrepreneur, mais tu peux pas avoir deux contrats CDI. Donc il a accepté et puis on a travaillé ensemble sur ce projet de centrale solaire au Tchad, 2,5 MW qui a été mis en service. J'ai rédigé la procédure de réception finale, tout. Et puis en 2021 ça a été mis en service. Donc je suis partie, on a bossé, tout ça, il y avait des gens qui venaient, division transition énergétique, il y avait partie hydrogène. Moi j'étais dans la partie énergie renouvelable globale parce que c'était sur le solaire. Non, du coup, j'ai pu bosser avec eux. Donc, John Cockerill fait partie de... C'est vraiment les multinationales, hein, les grandes PME qui ont les moyens de pouvoir sous-traiter des structures. EDF aussi, ils ont beaucoup de projets de centrales solaires en toiture. Donc, ils me sous-traitent. Et puis, bon, comme ils me sous-traitent, moi, dès que je suis passée en statut SARL, donc j'arrive à recruter quelques ingénieurs, mais disponibles. Et je les place sur ces projets de centrales solaires. Centrales solaires, hydrogène, c'est moi-même qui gère parce que c'est nouveau, tout le monde ne comprend pas. Donc c'est moi qui gère. Biomasse, il y a un doctorant aussi qui travaille pour Engie mais qui est open à ton business. Donc lui, je le sous-traite plutôt que salarié. Voilà. Il a sa freelance à côté, je le sous-traite pour le côté biomasse. Pour chaque filière, j'ai quelqu'un avec qui je travaille parce que je ne peux pas tout faire. Et puis tout ce qui est formation, c'est moi-même qui les fais, solaire. Donc Psychogène, c'est ça. C'est surtout multinationales, grandes PME comme clients, les collectivités. Donc comment j'ai commencé? Donc au début, c'est l'entreprise individuelle. En France aujourd'hui, quand tu crées une entreprise individuelle, il y a un premier capital, un petit capital qu'on te donne, 2000 €. Maintenant, moi j'étais à Dijon en ce moment. Et la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est vraiment une région qui est réellement à fond dans la transition énergétique. Ils supportent les entreprises qui s'orientent dans ce secteur. Donc voilà, j'ai participé à un concours où j'ai obtenu 8000 €. 8000 € de la part de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ils m'ont même interviewé. Voilà. Mon interview est disponible sur ma chaîne YouTube. Pour présenter ma Tamara, j'ai travaillé avec eux, j'ai Engie, il y a vraiment plein de trucs sur les trucs. Je vous envoie, je sais pas si, je pas tous les liens, mais je retrouve mon téléphone. Ah, je l'ai vu. Ouais, ils m'ont interviewé, c'est là qu'ils m'ont interviewé au début, je suis à fond, après je sais plus, ils m'ont donné 8000 €. J'ai commencé peut-être à peu près avec 10 000 € même en étant entrepreneur freelance. Et puis après j'ai signé comme mon premier contrat de centrale solaire, apporteur d'affaires centrale solaire avec Enoé Solis.
Et puis après, il y a eu John Cockerill, Alpha 12. Après, il y a eu Best Energy à Paris. Il y a eu TNS, Technologie et Stratégie, Plasticomium. Voilà, et puis Forestia, c'était plus le contrat que j'avais à Dijon, mais comme je suis passée en entreprise individuelle, donc j'ai vu avec l'employeur pour qu'on s'arrange, que je continue. Et puis après, il y a eu Plasticomium pour bien faire chez nous, taper pour Forestia, la même chanson. Voilà. Après, il y a Z Energy pour les centrales solaires. Il y a une centrale solaire à verre de 80 MW. Et puis 15 MW d'installation de stockage batterie pour la revente sur le réseau en Italie. Pour Z Energy, donc tout ça c'est en mon propre nom. Et puis après, il y a EDF qui m'a sous-traité pour vraiment beaucoup de. Il y a beaucoup de projets, ils ont beaucoup de projets de centrales solaires en toiture, beaucoup. Et ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Il y a des salariés, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a plein de projets. Mais quel type de compétences est-ce qu'ils recherchent quand ils te contactent? C'est des chefs de projet construction qui gèrent tout de A à Z. Les études, juste les fournisseurs, tout. En un délai est parti. Ah oui, ils jouent pas avec le timing. En un délai est parti jusqu'à la mise en service. Ok. La phase administrative, tout. Ils te donnent, comme tu es en freelance ou tu es entrepreneur, ils te confient le projet, c'est-à-dire que tu es indépendant, professionnel, tu n'as pas besoin comme un salarié d'être toujours sur son dos. Ah, tu as fait ça, de faire toujours des réunions hebdo. Lui, le chef, le directeur projet, quand il te prend, il te sous-traite, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Oui, j'ai finalisé les études, voici le schéma synoptique, le schéma unifilaire, voilà, j'ai fait ça, voilà, dans quelques mois, voilà, on a pris tel fournisseur, SMA pour les onduleurs, etc. On a pris tel panneau pour tel fabricant chinois pour tel panneau, pour les batteries, on a pris tel fabricant, voilà, le délai de livraison sur le site, c'est 12 mois, quelqu'un d'opérationnel, quoi. Et dans ce secteur-là, il y a plein de gens qui sont en train de s'orienter, qui travaillent, mais ils sont encore en phase études. C'est pas beaucoup qui sont en phase construction, en fait, c'est ça le problème aussi. Okay. Moi j'invite beaucoup. Moi j'ai commencé ma carrière depuis 2016 en études. J'ai fait R&D, études d'ingénierie logicielle, dimensionnement, études électriques, toute la phase d'études de faisabilité. J'ai rempli les formulaires de déclaration pour la demande de raccordement, permis de construire à la mairie, tout ça, j'ai suivi tout ça. Et après, pendant 3 ans, et après j'ai demandé à ce que j'ai plus de missions sur le chantier. Voilà, en tant que femme. Donc j'ai demandé, je suis très ambitieuse, donc je veux avoir toutes les compétences, études, construction, je veux vraiment comprendre tous les aléas et bien gérer les choses de A à Z, de sorte à ce que même demain, même si j'ai des salariés, j'ai des employés, je sais comment les driver. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout connaître, mais on peut s'améliorer. Donc celui qui vient, qui fait les études et qui est ambitieux, qui a envie d'aller un peu plus loin et qui veut faire la construction, je sais comment le driver, c'est possible, tu peux y arriver. Donc voilà, après il y a d'autres aussi qui ont, d'autres Ivoiriens par exemple qui viennent de sortir de la filière, parfois qui me contactent, cherchent des missions. Si je vois que bon, le profil ne colle pas trop avec ce que j'ai, par exemple chef de projet construction opérationnelle, je travaille avec d'autres structures que j'accompagne, donc là-bas il y a du besoin, si on cherche des ingénieurs d'études, je trouve du boulot. Donc moi, parfois je trouve du boulot bon, à certains ingénieurs qui sortent de l'école. Je ne sais pas si on appelle ça du sourcing. Je ne mets pas forcément ça sur mon site internet, mais il y a des choses que je fais en plus. Par exemple, c'est vrai, je fais l'ingénierie, le management de projet, je fais la supervision construction de projet, je fais les formations, mais ça m'arrive aussi de faire du sourcing et des conseils. Je ne mentionne pas forcément ça, mais parfois je suis sollicitée, j'ai pas envie, mais je le fais, j'aide aussi, je fais du sourcing dans les entreprises. C'est dans l'entreprise où quand tu fais du sourcing, pour chaque tête que tu proposes, tu as une petite rémunération aussi.
c'est du service gagnant-gagnant. Moi, on me donne un peu, et puis j'aide d'autres à se projeter sur des jolis projets, à avoir du boulot, à s'intégrer dans la filière. Et voilà, on a tous commencé premiers dans cette filière, donc on doit essayer de trouver des moyens de développer les compétences, inciter d'autres personnes à venir dans cette filière, qui sont intéressées, développer aussi des compétences, développer des projets. L'idée, c'est d'avoir le maximum de personnes possible, de ramener le maximum de personnes possible. Parce qu'on va arriver d'ici des années dans un monde où il y a des filières, on n'entendra même plus parler, quoi. Il y a des métiers, ça n'existera même plus. Il y aura l'IT, il y aura l'énergie, tout ce qui est système embarqué robotique, l'immobilier, ça va toujours persister, l'agriculture va plus persister. Mais par exemple, un conseiller en banque va plus exister, le métier de conseiller en banque. Il y aura plutôt une plateforme digitale avec un chat qui conseille, un robot là-bas qui conseille. Donc il faut que les gens aussi soient conscients du fait qu'il faut commencer à s'orienter vers des filières pour leur avenir, quoi. Donc c'est un peu ça. Ok, super intéressant en tout cas. Est-ce que tu te sens à l'aise pour parler chiffre d'affaires? Oui. Donc aujourd'hui, quel chiffre d'affaires est-ce que ta société fait? Bon, j'ai dépassé 80K de chiffre d'affaires. Je suis entre 100 et 300 À l'année. à l'année. 100 et 300 000 euros à l'année. Et tu as énormément de salariés ou tu sous-traites en général? J'ai quelques salariés, plus de sous-traitants. C'est-à-dire, bon, j'ai un salarié spécifique, par exemple, en biomasse, en solaire, en tout ce qui est infrastructure, transport, et puis vraiment hydrogène, tout ce qui est gaz, c'est moi-même qui gère, et puis d'autres sous-traitants. Ok. Et jusque-là, ça a été quoi ton plus grand succès et ton plus grand échec ou challenge? Honnêtement, je suis très très satisfaite du parcours. J'ai pas réellement eu d'échec. Félicitations! J'ai eu beaucoup de courage pour graver les échelons, beaucoup d'ambition, pour continuer dans mes objectifs professionnels. Parce que effectivement, c'est pas facile pour une femme, mais je suis toujours donnée à fond dans mon travail pour donner le meilleur de moi-même pour que le résultat soit toujours très bien pour que le client soit satisfait et pour que je puisse avoir le plus de projets intéressants qui valorisent ma carrière et vraiment en échec réellement dans la réalisation des missions qui m'ont été confiées où il n'y a pas réellement eu des échecs, mais peut-être je me suis fait quelques concurrents dans mon métier, des concurrents, me fait quelques concurrents avec qui le courant n'est pas forcément passé, mais il fallait que je m'impose, il fallait que aussi je travaille parce que si je ne le faisais pas, que je suivais cette tendance-là, je n'aurais pas concrétisé ou réalisé ce que j'aurais voulu faire. Et c'est un peu difficile de confier parfois des tâches de construction à des femmes en fait. Parce qu'on se dit oui, c'est une femme, peut-être qu'elle ne va pas pouvoir y arriver. En plus, c'est une africaine et tout. Il y a tellement de préjugés, tellement d'a priori. Donc, parfois, dans l'équipe, on travaille avec des gens qui sont plus âgés que nous, qui ont plus d'expérience que nous, de 30 ans, 25 ans, mais c'est nous qui les drivons parce qu'on comprend la thématique. Peut-être techniquement, ils sont plus expérimentés que nous, mais dans la thématique globale, on ne connaît pas tout. Mais il y a des moments où on apprend, mais on sait avoir la maîtrise pour faire le truc. Donc c'est dans la coopération. Donc il y a quelques petites mésententes,
Mais quand on reste tous focus sur le boulot, après, on ne devient pas copains dans la vie. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des moments où on a des concurrents, on est en face de concurrents, donc il faut savoir avoir la maîtrise, savoir rester focus sur ses objectifs professionnels. Et puis il y a d'autres avec qui ça se passe bien, et puis il y a d'autres avec qui, bon, c'est des concurrents, ils sont fâchés contre toi, et ils peuvent même dire des choses sur toi dans ton dos, quoi. Ouais, ça m'est arrivé d'avoir dans mon métier des ingénieurs qui avaient le même âge que moi et qui étaient un peu, on va dire, concurrents parce que comme je faisais très bien mon boulot, donc le directeur par exemple, dès qu'il y a un projet, c'est à moi qu'on pense. Et ils sont là juste à côté, c'est des hommes, ils sont blancs, ils sont jeunes comme moi et ils disent qu'ils ont le même diplôme que moi. Ils sont aigris. Et dès qu'il y a un projet, c'est à moi qu'on pense. Donc, ça crée un peu de jalousie et tout. Mais moi, franchement, je voyais tout ça, mais je regardais pas, je travaillais, je regardais que mon travail. Même quand il y a des pics, je garde mon sang-froid. Ça fait partie de la personnalité aussi. Savoir garder son sang-froid, savoir continuer à développer les relations humaines et en même temps professionnelles pour arriver au bout d'un projet, c'est très important. Il n'y a pas que les compétences qui comptent, il y a aussi les qualités qu'on a, la personnalité qu'on a. On prend une personne qui a un caractère. En fait, on choisit, la personnalité est très importante. Tu peux avoir toutes les compétences, mais si la personnalité ne colle pas avec le poste, tu n'es pas choisi. Et parfois, la personnalité, parfois on a quelques qualités, mais on doit les travailler pour bien les affirmer. On doit les travailler. Et il y a d'autres qui n'en ont pas, mais qui travaillent aussi ces qualités pour les avoir. Donc, moi, j'ai pas besoin de... J'ai pas fait de formation en psychologie ou en sociologie, ou je sais pas, formation pour pouvoir maîtriser son caractère, pour pouvoir être dominante. Je sais pas, peut-être c'est dans mon éducation, dans ma façon de faire, le courage, l'abnégation, le courage, l'ambition, les objectifs professionnels. C'est tout ce mélange là peut-être qui m'a forgé de manière à ce que je puisse m'imposer pour avoir monté en grade et avoir des postes qui permettent aussi de me prouver que je peux faire en tant que femme aussi, je peux faire d'autres métiers qu'on ne pensait pas que je pouvais faire. Donc c'est sûr que plus tu montes, plus tu es exposé à beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de concurrents, mais il faut toujours rester focus sur son objectif, toujours rester dans son travail, bien faire son travail et à la fin il n'y aura rien de mieux que ça, quoi. Moi je connais par exemple un collègue, voilà, qui trouvait toujours des problèmes, et jusqu'aujourd'hui, je prends l'exemple, j'ai bossé à Dijon pour la région Bourgogne-Franche-Comté. J'avais des collègues là-bas. Il y a certains collègues, pas mon directeur. Moi j'étais trop forte, je faisais bien mon boulot et tout le monde aimait ce que je faisais. Donc même j'ai des collègues aussi qui aimaient ce que je fais. Il y a d'autres qui étaient ceux avec qui je travaille dans le même groupe, dans le même département. Ils disent mais à chaque fois qu'on ramène un projet, c'est elle qu'on met là-dessus. À chaque fois qu'on ramène un projet, c'est elle qu'on met là-dessus. Les autres, donc il y avait un peu de manigance, tout ça. Et il est allé même juste, le projet de Forestia, il est rentré même au contact avec le client chez Forestia pour demander un retour sur moi. Comme ça, s'il y a quelques petits trucs, il va commencer à créer des problèmes. Mais il a eu honte, parce que je fais tellement mon boulot jusqu'au bout que le client chez Forestia a tellement bien parlé de moi, il a eu tellement honte, il est même venu m'en parler devant mon directeur. Donc voilà. Un mot pour clore. Bon, en fait, ce que je veux dire,
moi je suis ouverte à tous les partenariats, que ce soit en travail, sous-traitance, ingénieur. N'hésitez pas à me contacter. Ceux qui veulent être salariés dans le métier de la transition énergétique des énergies renouvelables, partenariat avec les fondations, organisations. Je fais des formations ici en France, en Europe et puis en Afrique. Voilà, en ligne ou à distance ou bien sur place. Donc tout ça, c'est une question d'organisation. Donc moi, je suis open à collaborer avec tout le monde. Et voilà, je souhaite que les gens s'informent et puis ils créent des entreprises, ils créent des richesses, ils s'imaginent, ils créent leur propre monde pour contribuer aux besoins et participer en fait au développement durable. Parce que le développement durable, ce n'est pas que l'énergie. Le développement durable existe aussi dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'IT, le transport, le bâtiment, l'agriculture. Donc tout le monde a sa part à jouer, tout le monde a sa valeur ajoutée. On va se battre, on va rester haut. Et puis voilà l'importance du changement. Soit le changement que tu veux opérer autour de toi. Merci beaucoup, Camille, à tous.